Merci, mesdames et messieurs les intervenants. Euh, il ne vous aura pas échappé que nous sommes censés animer une table ronde et nous sommes les seuls à ne pas disposer de table ronde dans cette salle. Donc, je vais faire appel à votre capacité d'imagination, mais je ne suis pas inquiet. Alors, il nous revient la lourde charge de clôturer ces interventions, avant bien sûr les conclusions officielles. Et le GPF nous demande de répondre à la question: qu'en est-il de l'accompagnement maintenant? Lourde question. Alors, pour répondre, en tout cas, pour apporter des éléments de réponse, c'est une table ronde, donc bien évidemment que vous allez participer, cher public, présent et derrière les écrans. Il nous a semblé intéressant de multiplier les avis, et donc on va demander l'avis d'un parent, d'une maman, de 2 directeurs et de 2 médecins. On va bien sûr commencer par la maman. Il a été convenu, puisqu'on a préparé un petit peu ça entre nous quand même, il a été convenu de laisser à chacun le temps de se présenter, de présenter un petit argumentaire, et puis après, libre à nous de les interpeller, de les pousser dans leur retranchement pour savoir un petit peu ce qu'il en est de l'accompagnement actuel. Madame, alors, donc, vous m'avez perturbé en me demandant de changer de place. Voilà, donc Madame Laurent, vous êtes la maman d'une jeune adulte polyhandicapée qui a été accueillie en externat pour enfants et pour adolescents et qui est actuellement accueillie dans une masse, donc en internat. Donc merci de votre présentation et de nous dire un petit peu quelles sont vos attentes, quels sont vos souhaits, peut-être quelles sont vos craintes quant à l'accompagnement de votre jeune adulte. C'est à vous. Bonjour. Ça marche? Oui. Bonjour à tous. Je suis donc la maman de Marie, qui est polyhandicapée à la suite d'une encéphalite néonatale, puis d'un syndrome de West. Je remercie bien sûr le GPF de m'avoir invité à participer à ces journées et en particulier donc à cette table ronde consacrée à la thématique de l'inclusion des personnes polyhandicapées. Ce concept d'inclusion s'inscrit évidemment pleinement dans le long engagement des familles et des professionnels. Mais encore faut-il savoir comment on l'envisage. Je crains en effet les conséquences d'une inclusion normative qui choisirait de désinstitutionnaliser systématiquement pour tous. Pour les plus vulnérables, le risque serait délétère. Pour nous, parents, aidants, la démultiplication de la logistique risque d'accroître l'épuisement et de nous faire glisser vers un isolement, voire une désocialisation inenvisageable. À mon sens, ce n'est pas le lieu de vie qui inclut ou exclut. C'est la façon dont on y vit qui fait tout. Notre société prend conscience que nous sommes tous pétris par la même humanité, tous égaux en droit, évidemment. Tous égaux, mais tous uniques et différents. Et j'affirme aussi le droit à la singularité. S'il s'agit, pour favoriser l'inclusion des personnes polyhandicapées, d'investir massivement pour que tous bénéficient d'un lieu de vie adapté, pour que tous bénéficient de l'accompagnement de personnels soignants et éducatifs, formés régulièrement et rémunérés à la hauteur des enjeux de leur mission, pour que tous bénéficient du fruit des recherches les plus avancées, pour que tous bénéficient de l'accompagnement et de l'assistance médicale permanente dont ils ont besoin. S'il s'agit que la société apprenne à les connaître et les reconnaisse, alors nous aurons fait un grand pas. Le polyhandicap de nos enfants immensément fragile, dépendant de tous et pour tout, nous impose de penser une inclusion tout en finesse, tout en souplesse. Et moi, je ne peux imaginer que du cousu main. Continuons sur le terrain à construire une inclusion au plus près de leurs besoins. La loi de 2002 nous y a, me semble-t-il, beaucoup aidé et nous y aide encore. Le libre choix du projet de vie, l'évaluation continue des besoins,
le respect de la dignité, la participation à la mise en œuvre de son projet d'accompagnement sont par exemple maintenant devenus des fondements socles. Mais si le cadre des lois nous guide, moi je suis frappée sur le terrain par le décalage entre les intentions affirmées des autorités publiques et la pression des contraintes financières très fortes qui pèsent sur le secteur du handicap. L'inclusion des personnes polyhandicapées ne peut pas se faire à l'économie, ni à l'économie de financement, ni à l'économie de sens. Les personnes polyhandicapées ont besoin de beaucoup de mains expertes pour s'occuper d'elles. Elles ont besoin de technicité, de permanence, de disponibilité, de richesse humaine, de liens. Alors, au regard aujourd'hui de mon expérience de mère, de mon vécu sur le terrain quotidien depuis 30 ans, je me pose une seule question. Quelles réelles ambitions pour une collective, pour une inclusion réussie des personnes polyhandicapées? Merci, madame. Merci, madame, pour cette entrée en matière. Le temps est donné. Effectivement, on a beaucoup parlé de société inclusive, mais surtout de spécificité de la personne polyhandicapée. Alors, bien sûr, on ne peut pas aujourd'hui faire fi du contexte qui est celui qu'on connaît et qui a été un peu l'arrière-plan de l'ensemble des interventions. Je crois qu'il n'y a pas un orateur qui n'a pas cité effectivement les difficultés qu'on connaît d'accueil et des personnes dans nos établissements du fait de la fuite, on va dire, du personnel. Donc ça, voilà, je pense que c'est posé. On va quand même essayer effectivement malgré tout de se dire que certainement que le médico-social va connaître des jours meilleurs et qu'il faut avancer malgré tout. Alors, on passe à la parole au directeur. Donc, Monsieur Arevalo, donc vous êtes directeur d'un établissement pour enfants excusez-moi, à Cahors, voilà, c'est ça. Je savais que c'était par là-bas. Et je sais que vous avez proposé quelques expériences, on va dire originales, que vous allez peut-être nous présenter. Et certainement, vous allez nous dire comment ces expériences peuvent être proposées, on espère, en tout cas, aux personnes véritablement en situation de polyhandicap. Et je sais que vous êtes curieux, vous êtes allé voir un petit peu ce qui se faisait à l'étranger, notamment de l'autre côté des Alpes en Italie, où on parle effectivement de désinstitutionnalisation. Donc, le terme est difficile à prononcer. Est-ce qu'on va voir s'il est facile à mettre en œuvre, en tout cas pour les personnes polyhandicapées, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Vous avez vu que le 46 et le Lot, c'est difficile à repérer sur la carte. Hein. Alors, mon accent me trahit, mais je suis un Occitan. Hein. Je suis nougaresque. Alors, oui, au départ, la question que me posait Monsieur Belot ici présent, c'était plutôt de témoigner sur les difficultés que nous rencontrions, que nous avions rencontrées sur la création d'unités d'enseignement, parce qu'il avait sans doute perçu chez moi une compétence à ce sujet, quoi. Donc, je parlerai effectivement de l'expérience que j'ai eue avec un projet Erasmus+, puisque nous avons coordonné avec l'APA-JH 46 un projet européen sur la question de l'inclusion qui s'appelle, vous pouvez le consulter, il y a des travaux qui ont été faits durant 3 ans, Cap sur l'école inclusive en Europe, où on y reviendra, la question du polyhandicap a été très peu abordée. Par contre, ça ne nous a pas empêché d'y réfléchir. Alors, une difficulté peut-être et non des moindres quoi dans la réflexion de la création d'une unité d'enseignement, c'est tout d'abord se persuader quoi collectivement, notamment dans le service, que cette démarche est nécessaire quoi. Qui elle concerne et dans quelles conditions elle doit se faire. Alors, on a eu beaucoup de rencontres avec d'autres professionnels et notamment d'autres EAP, des parents. Et cette question de l'inclusion, on vient de le voir tout de suite, hein, elle soulève beaucoup de débats passionnés. Et j'espère que ça continuera parce que c'est nécessaire hein, pour avancer.
pour l'instant, nous avons, dans le Lot, dans le 46, contrairement à ce que disait hier Monsieur Le Goff, que je tiens à remercier d'ailleurs pour l'aide qu'il m'a apportée dans la réflexion de cette unité d'enseignement, encore qu'il en soit remercié. Nous avons, un dialogue compliqué avec l'inspection d'académie, et je voudrais aussi, au niveau sémantique, quand on parle c'est un dialogue compliqué et pas complexe, quoi. Alors ça, c'est important parce que la complexité, c'est quelque chose de nécessaire, voyez-vous, dans la création, par rapport à la complication, qui ne sert qu'à créer, sinon entretenir de la difficulté. Si nous avions abordé dans nos débats successifs à l'éducation nationale la notion de complexité du polyhandicap, eh bien, nous aurions sans doute fait un bout de chemin. Donc, je parlerai donc volontairement des complications de l'éducation nationale et une propension aussi à l'abus de nos langues qui est de plus en plus présente dans notre secteur, malheureusement. Alors, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'ai un doute, moi, aujourd'hui, sur le martèlement d'un supposé réenchantement ambiant, régnant autour notamment de la notion de plateforme de service, communauté 360 et autres séraphinades. Alors, en résumé, l'inspection d'académie, elle est partante, mais peut-être pas. Elle veut bien, mais sans détachement d'enseignants, pas d'unité d'enseignement. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la double contrainte. Les psychologues en sont friands, le connaissent. Mais quoi que vous fassiez, bien le résultat reste le même. Au fond, c'est même pas compliqué. Eh bien, il suffirait de dire non. Hein. Mais bon, le non aujourd'hui, il n'est jamais dit. Il est toujours susurré, ou en tout cas, il suffit de dire d'autres choses qui nous amèneraient à penser nous-mêmes que c'est pas possible, quoi, et se fatiguer. Donc il y a là une lassitude parfois qui s'installe. Alors ensuite, il faut que nous évoquions, Monsieur De Goff le disait hier, l'école, hein, la classe, donc la mairie, et là aussi, c'est OK, mais parfois les locaux, ou alors ils sont trop vieux, il faut attendre les prochains budgets. Sinon, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis la population du quartier se renouvelle. Il faut peut-être garder des classes. Sinon, c'est bon, c'est OK. Alors, comme je disais tout à l'heure, et comme vous disiez, nous avons travaillé avec le projet Erasmus avec 7 pays, 10 partenaires. Et c'est vrai qu'au cours de ce travail que nous avons fait sur l'inclusion, nous avons évoqué que très rarement la question du polyhandicap. Je peux dire même que dans toutes les visites que nous avons fait en Europe, eh bien, nous n'avons pas vu d'inclusion d'enfants polyhandicapés, en tout cas pas d'unité d'enseignement. En Italie, où effectivement la question de la désinstitutionnalisation de l'inclusion est beaucoup plus ancienne, puisqu'elle date des années 70, un petit peu comme au Canada. Eh bien, moi j'ai pu vérifier en tout cas que quelque chose d'important qui devrait en tout cas faire chez nous consensus, et notamment avec l'éducation nationale, c'est que le projet personnalisé, lui, il est vraiment pensé. En ce sens qu'il va faire référence à une étape diagnostic et évaluation des besoins. Vous l'avez dit tout à l'heure dans une intervention de la masse, comprendre ce que l'autre comprend, cela a été cité par vous-même. Eh bien, c'est-à-dire que il faut que nous soyons en mesure de mesurer le chemin qui va mener vers les apprentissages. Daniel Pénac, qui est un écrivain que vous connaissez sans doute, dans Chagrin d'école, eh bien, il nous explique un petit peu le problème alors on s'éloigne un peu des enfants polyhandicapés, mais le problème du cancre et le problème des apprentissages. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on distingue chez les enseignants une mauvaise et une bonne réponse. Or, la personne qui comprend pas, eh bien, parfois elle donne pour avoir la paix, une réponse absurde. Mais si vous nous donnez une réponse absurde, le chemin vers la compréhension disparaît complètement. Donc là, c'est quelque chose, c'est une notion qu'il faut arriver à comprendre pour avancer. Et c'est là sans doute que nous aurions à dire des choses au sujet du polyhandicap,
pour juguler le moins de sidération, sinon d'incompréhension lorsque on va évoquer la condition d'élève pour ces enfants. On l'a entendu hier aussi, l'éducation nationale parlait cette condition d'élève, marteler l'importance de cette condition d'élève. Or, me semble-t-il, il y a là un nœud qui mérite en tout cas d'être compris puis dénoué. Monsieur Le Goff, encore lui, m'excuse, mais quand il disait hier, il faut revenir, il faut déconstruire les pensées. Moi, j'approuve tout à fait ça. Et moi, j'ajouterais qu'il faudrait aussi revenir sur les notions de performance qu'amène l'école, et qui pour l'élève et le professeur un objectif en miroir, et qui nous met à nous sacrément à distance. Alors, la question de l'inclusion, elle est aussi historique. Il existe depuis toujours un clivage éducation spécialisée, éducation nationale, et ça persiste pour les deux organisations. Il y a un réflexe naturel de mettre à part, de marcher à côté. Et ça, je le dis d'autant plus facilement que je dirige aussi un CESAD avec de multiples handicaps, et que la question très rapidement de mettre à part, de reconstruire des filières, elle est tout le temps d'actualité. Pourquoi je dis ça? C'est dans nos travaux, cette histoire et ce clivage, il est toujours présent, et parce que les finalités sont distinctes, bien qu'on ne se le dise pas. Un intervenant hier parlait du décodage des demandes. Eh bien, avec l'inclusion, c'est avant tout ce décodage qui est primordial. Il y a dans l'inclusion des enfants polyhandicapés un enjeu éminemment important, c'est celui de les reconnaître comme des enfants ayant de la valeur. Je fais référence ici au concept de valorisation des rôles sociaux, qui est un concept qu'on utilise beaucoup au Canada, par exemple, qui date maintenant, mais qui est toujours d'actualité, parce que les reconnaître, les admettre à l'école, c'est aussi les reconnaître et aussi les rendre visibles. Et ça, c'est drôlement important. Alors, il y a tout ce travail que nous faisons actuellement et qui consiste à chercher, créer des rubans pédagogiques adaptés. Que pouvons-nous faire? Comment faire? Et avec quels outils? Alors, je pense aussi, comme l'ont dit beaucoup d'intervenants, que nous avançons, que les choses changent. En tout cas, à vie d'homme, je peux le mesurer. Nous souhaitons, nous, continuer sur ces avancées, mais nous sommes assez démunis et parfois désorientés face aux incompréhensions auxquelles nous avons à faire face. Et il m'est donné ici l'occasion de vous délivrer nos difficultés. Aujourd'hui, on est dans cette idée de créer l'enseignement, mais on n'avance pas, puisque au fond, c'est un dialogue un peu de sourd avec l'éducation nationale, avec aussi la mairie. J'espère que, en tout cas, ce qui a été réalisé aussi ici dans la région parisienne, puisse être nous servir en tout cas de tremplin, et puis que ça puisse être aussi le cas, en tout cas dans nos territoires ruraux, ce qui est une image d'Épinal, mais c'est vrai qu'on est quand même un peu les oubliés du système. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Arevalo, pour ce témoignage. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, à reconnaître la valeur des personnes polyhandicapées. Bien évidemment, on en est tous convaincus, et ne pas faire seulement de l'intégration pour cocher la case et remplir les questionnaires. Alors, pour être tout à fait complet, il nous a paru important, en tout cas intéressant, d'interroger un directeur du secteur adulte. Alors, Monsieur Pivetta, vous dirigez une masse de l'association Notre-Dame de Joie à Paris. Je sais que vous êtes très attaché au cadre. Vous allez nous rappeler certainement. Et je souhaiterais aussi que vous précisiez un petit peu l'accueil un peu particulier qui est proposé dans cet établissement. Alors, à l'heure où on parle de désinstitutionnalisation à marche forcée, moi, la seule chose que j'ai appris depuis 25 ans
auprès d'adultes polyhandicapés, c'est que les solutions plaquées et toutes prêtes étaient rarement adaptées à l'hyper-individualisation de l'accompagnement qui était nécessaire. Et du coup, ça me paraît intéressant de faire un point sur l'avancée de l'accompagnement qui a été proposé, notamment chez les enfants, mais aussi chez les adultes, afin de ne pas projeter des représentations communes sur ce que doit être une société inclusive, mais de le décliner par rapport à des projets individualisés. Je crois que la première avancée, et qui est vraiment pour moi majeure, c'est sa définition. La définition qui est apparue dans le décret de 2017, qui appuie sur la précocité de l'apparition du polyhandicap, la multitude des problématiques, et qui nous permet enfin de savoir de quoi l'on parle, de qui l'on parle. À partir de là, on peut s'interroger sur ce que pourrait être l'inclusion de ces personnes en situation de polyhandicap. Et pour moi, je parle du monde adulte, qui est le domaine que je connais le mieux. C'est une histoire de juste équilibre entre une vie de famille et une vie dans un établissement. Une vie de famille qui est la pierre angulaire sur laquelle se bâtit la vie des résidents, pour ceux qui ont la chance d'en avoir encore une, et la vie dans une institution où on va pouvoir apporter des réponses sur des besoins propres en termes de stimulation, en termes de découverte de potentialité, de prise en compte de vulnérabilité, de développement, d'entretien des capacités, d'autonomie, tout ce qui a pu être évoqué tout au long de ces journées. Se pose alors la question de prendre en compte le désir du résident qu'on cherche en permanence à soutenir dans les établissements pour enfants, mais aussi dans les établissements pour adultes. Et du coup, la grande difficulté pour nous qui se pose de devoir, dans la plupart du temps, interpréter les attentes des résidents pour pouvoir construire un projet qui puisse leur être adapté, et l'importance de co-construire ces projets résidents, professionnels et familles et parents. Je ne peux imaginer la construction d'un projet individualisé sans tenir compte de la vie de chacun. À partir de là, en termes d'inclusion, on peut se poser la question de la modalité de l'accueil, et du coup, de la modalité de l'accueil pour la vie d'un adulte en situation de polyhandicap. On ne peut y réfléchir qu'en acceptant qu'il y a une vie d'adulte, mais des vies d'adultes. On n'est pas le même à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Il faut donc trouver des modalités d'accueil et des propositions qui soient adaptées à l'avancée en âge du résident et de sa famille. À partir de là, on peut imaginer des modalités d'accueil plurielles, sans parler de plateformes d'accompagnement telles qui a été évoqué par Monsieur Killian dans un premier temps. On peut déjà réfléchir à des modalités plurielles qui vont d'un externat, un externat plus classique qui permet de rentrer doucement en institution. On peut imaginer des périodes d'alternat, c'est-à-dire d'un accueil qui permet d'avoir des périodes d'externat suivies de périodes d'internat sur des rythmes réguliers. On peut imaginer l'internat complet, l'internat classique tel que l'on connaît, mais aussi de l'internat dans une masse hors les murs, avec de petites unités en milieu ouvert. On peut imaginer de l'accueil séquentiel, on peut imaginer de l'accueil temporaire. Ce qui est important pour moi dans ces différentes modalités, dans cet accueil pluriel, c'est que ça puisse être soutenu au sein d'un même établissement, qui puisse porter l'ensemble de ces projets pour pouvoir passer aisément de l'un à l'autre, et afin d'éviter les risques qui sont rattachés aux périodes de transition d'une structure vers une autre. Petit clin d'œil au Covid, pendant cette période-là, on était tous démunis, les uns comme les autres, et on s'est fait confiance. On s'est fait confiance pour adapter l'accueil à chaque moment, à chaque instant, à chaque besoin, à chaque personne, en dehors de tout carcan administratif. Ça a été
un grand moment de vide, mais en même temps, c'était très agréable de pouvoir se ressortir de ces carcans dans lesquels on est enfermé avec des autorisations et autres, et de pouvoir répondre à l'instant T, à un besoin T pour une personne en particulier et pour sa famille. J'aurais aimé avoir beaucoup de temps pour parler de toutes les améliorations qu'il y a pu y avoir dans nos institutions. Il a été évoqué à de nombreuses reprises, la communication, pour moi, c'est vraiment quelque chose de majeur, le développement de tous les supports, que ce soit les POP, les tablettes, les groupes de parole, l'utilisation du langage des signes, LSF ou Makaton, c'est très important. Et c'est fondamental pour pouvoir faire émerger le besoin et le désir des résidents. La construction de nos établissements, on construit plus des établissements aujourd'hui comme on en a construit avant. La prise en compte de l'impact sensoriel de cet environnement. J'aurais aimé également vous parler du nombre minimum d'encadrements, car si le nombre n'a jamais fait la qualité d'un accompagnement, en tout cas un nombre insuffisant d'encadrants n'est pas propice à un bon accompagnement, ça j'en suis convaincu. Le travail transdisciplinaire, les transferts de compétences entre les services, mais aussi avec les familles, la place des familles, ouvrez les portes des établissements, les familles sont les bienvenues à chaque instant, faire confiance aux uns et aux autres dans ma structure. Il n'y a aucune contrainte de venue. Ils peuvent venir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand ils veulent dans l'établissement. La seule chose, c'est que je demande que quand on rend visite aux uns et aux autres, la moindre des politesses, passer un petit coup de téléphone avant de venir, et ça se passe tout naturellement. J'aurais aimé parler vie affective et sexuelle, temps de rupture et formation. Enfin voilà, tous ces sujets, mais j'ai pas le temps. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On aura un temps d'échange. Je sais qu'il se passe de belles choses dans votre établissement, comme dans beaucoup d'établissements, et que bien sûr, comme tout directeur, on aime les partager. Donc certainement qu'il y aura des questions dans ce sens. Merci en tout cas. Docteur Brice, on passe au docteur. Docteur Brice, donc vous êtes administratrice du GPF. Vous avez longtemps été directrice médicale du CESAP, en même temps que vous exerciez votre art de médecin MPR pédiatrique à La Roche-Guyon, donc l'hôpital de la Paix, qui accueille des enfants polyhandicapés. Donc, avec toutes ces casquettes, certainement, vous avez dû voir l'évolution de l'accompagnement du regard du médecin. Alors, cette évolution s'est un peu accélérée ces derniers temps, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'avancées. Il y a eu, bien sûr, les recommandations qui nous ont été présentées hier. Il y a eu le PNDS. Donc, je vous laisse la parole pour nous brosser un petit peu cette évolution et peut-être ce changement de paradigme. Hein. Je me souviens, puisque moi aussi, je suis sur ma fin de carrière. Moi aussi, je me souviens de l'époque où le docteur prenait en charge, faisait une prise en charge médicale d'un patient quand c'était pas d'un malade. Bon, maintenant, on parle d'accompagnement pluridisciplinaire, multidisciplinaire d'une personne. Donc, est-ce que ce changement de paradigme, cette évolution sémantique, c'est vraiment accompagné d'un regard différent des soignants? Peut-être allez-vous nous le dire. Merci. Bien. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, effectivement, quelle avancée sur le terrain, sur le plan de la santé pour permettre une meilleure inclusion. Si on peut retenir ce terme d'inclusion, c'est un vaste sujet parce que on a bien tous compris, améliorer l'autonomie, si minime soit-elle, travailler autour de l'autodétermination ou pour moi sur l'obtention de l'adhésion, permettre une ouverture sociale jusqu'à la scolarisation, nécessite un préalable incontournable, celui de limiter au maximum les multiples et intriquées problématiques de santé. Sans cette question-là, rien n'est possible. Ça a largement été évoqué hier, entre autres par Madame Boutin, mais pas que, par tous les intervenants. Ce qui a bougé, c'est un changement, je dirais, de posture, et particulièrement, comme vous venez de le souligner, la posture des professionnels de la santé et plus spécifiquement des médecins peut-être. Alors, ce changement de posture, vous l'avez tous entendu. Je ne sais pas si ça répond aux rêves de Madame Le Mans, mais
ces dernières années la place du sujet et de sa famille au centre des préoccupations comme interlocuteur avec un projet de vie, un projet de soins au service du projet de vie, du projet personnalisé, c'est devenu une évidence. Ça ne se fait peut-être pas partout, dans tous les milieux, y compris sur le plan sanitaire, par exemple, faute de temps et de moyens, il faut bien le souligner, mais c'est quand même devenu une évidence. Alors, les besoins en soins, ils sont désormais tous reconnus, je ne vais pas revenir dessus, mais on le sait bien que ces soins, ils sont multiples, psychologiques, évidemment, éducatifs, soignants. Oui, j'ai dit le mot soins éducatifs parce que pour moi, ça va ensemble. Les soins d'assistance sont le support de tous les autres soins. Ces soins ne peuvent être réalisés qu'en interdisciplinarité. Et qu'est-ce que ça veut dire interdisciplinarité? Ça veut dire avoir le temps d'échanger. Ça veut dire avoir du temps de partage entre professionnels, bien au-delà de nos synthèses, avec les familles, avec la personne. Donc, oui, il nous faut beaucoup plus de moyens. Alors, j'ai dit que ça avait changé. On a eu d'importants progrès en termes de confort. On l'a vu autour des aides techniques, mais surtout de la prévention de ce qu'on appelle des surhandicaps. C'est ce qu'on peut éliminer. On guérit pas le polyhandicap, on le sait. Mais par contre, on peut éliminer beaucoup de souffrances. On sait maintenant travailler autour de la douleur. Tous les acteurs travaillent autour de la douleur. On est très loin c'est pas de la morphine, le travail autour de la douleur, c'est la prévention de la douleur, c'est la prévention des surhandicaps, c'est l'accompagnement en préventif dès la naissance de tout ce qui va pouvoir faire mal quand on va grandir. Alors, je sais qu'il faut que j'aille vite, mais les troubles de déglutition, la scoliose, la fragilité osseuse, bref, on pourrait passer la journée entière pour parler de ces problématiques et comprendre tout ce qu'il faut mettre en place. On le sait, ces soins ont permis l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration de la longévité. On l'a vu ce matin. L'espérance de vie moyenne, attention, ce que je dis moyenne, elle est maintenant de 50 ans. Et le nombre d'anniversaires autour de 70 ans dans toutes nos masses devient quand même une véritable réalité. Donc, les soins ont apporté un plus, et j'entends encore l'ensemble des soins. On commence à se préoccuper maintenant de la prévention, lors de l'avancée en âge, parler de rechercher un cancer, voire de le traiter, n'est plus une obscénité comme on pouvait l'entendre par le passé. À quoi bon? C'est fini. Alors, je pourrais continuer beaucoup longtemps sur ces questions-là, mais on a maintenant différents supports à notre usage pour faciliter cet accompagnement. L'éducation thérapeutique qu'on a survolée tout au long de ces journées et qui marche dans les deux sens. Les professionnels apprennent aux familles, aux autres professionnels, et les familles apprennent aux professionnels. On le sait maintenant, on a encore beaucoup à faire sur ce domaine. Les lois nous ont aidés, on a avancé. Le partage d'informations autour de la santé avec l'ensemble des professionnels est reconnu maintenant comme une dimension obligatoire et légale. On n'est plus dans le secret. Beaucoup de choses se sont améliorées. Le dossier informatisé devrait nous aider en tous les cas un jour, parce que pour l'instant, c'est pas encore au point, mais ça va venir. La télémédecine a beaucoup avancé et pendant le Covid, ça fait partie des éléments qui ont été positifs parce qu'on a allégé tous les aspects complexes législatifs. Dans les autres avancées, le volet polyhandicap a permis de booster la recherche, mais je ne vais pas effleurer le sujet. Il a boosté aussi de nombreux écrits qui étaient déjà en gestation. Vous en avez entendu parler, le fameux protocole national de diagnostic et de soins génériques polyhandicap qui
a été porté par une déficience S au niveau des handicaps rares, sous la houlette de la HAS, et dont l'objectif était de permettre aux médecins généralistes et à tous les professionnels de santé de mieux connaître le polyhandicap, d'avoir des bases de données, non pas validées, puisque on le sait, la recherche n'a pas encore permis de tout valider, mais d'avoir des bases validées par toute une série d'experts de la France entière, et pas uniquement des médecins, mais de l'ensemble des professionnels. Alors, j'essaye d'aller vite. On sait qu'on a dans les progrès, non, excusez-moi, dans les écrits, il y en a d'autres. Hein. Les recos dont on a parlé hier, bien sûr, qui sont fondamentales. Le kit pédagogique aussi, qui est un outil dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé dans ces journées, qui me semble tout à fait remarquable. Merci. Et j'incite tout le monde à lire et à présenter aux professionnels. Excusez-moi. Je voulais ne pas oublier le livre, la nouvelle édition qui ne dépend pas du volet, le livre d'Uno sur le polyhandicap, qui doit être présent dans toutes nos structures et dont la dernière version qui vient de sortir a été largement améliorée. On le sait maintenant, on essaye d'accompagner au plus près du domicile. Et beaucoup de choses se mettent en place pour aider cet accompagnement au plus près du domicile. On m'a demandé de parler des avancées. Donc, le recours à l'HAD, par exemple, c'est simplifié. Un texte vient de sortir dernièrement. Il ne faut pas hésiter à proposer cette opportunité qui permet de proposer des soins au plus lourd à certains moments de leur parcours. Il faudrait là encore développer largement ce sujet. Même chose pour les soins palliatifs. Je rappelle que les soins palliatifs, c'est pas des soins, c'est différent des soins de fin de vie, particulièrement pour les personnes polyhandicapées. On accompagne ces soins palliatifs tout au long de la vie de la personne. Et ces soins palliatifs se sont bien améliorés. Les équipes ressources, les HAD, les équipes mobiles de soins palliatifs permettent que l'on puisse accompagner au plus proche du domicile, que ce domicile soit la maison, mais aussi l'établissement, ces personnes jusqu'à la fin de leur parcours. Les personnes polyhandicapées ont aussi droit à des soins palliatifs de fin de vie. Parce que c'est important. Alors, je pourrais continuer longtemps sur tous ces points, mais il y a quand même quelques problématiques. D'ailleurs, je voudrais dire juste, lorsque j'ai dicté problématique, ma dictée vocale, elle m'a écrit problème éthique. J'ai trouvé ça assez parlant. La fuite des professionnels, bien évidemment, c'est la catastrophe actuelle. C'était une catastrophe qu'on pouvait peut-être anticiper un petit peu, qu'on avait annoncé et qui va nous poser moult problèmes. Alors, pourquoi ça va nous poser moult problèmes? Parce que la formation d'un professionnel, c'est pas 3 jours. La formation d'un professionnel, c'est des années d'expérience. C'est 1 année minimum pour pouvoir une parole correcte, un accompagnement correct. Donc, si nous voyons tous nos professionnels partir, que ce soit des professionnels de la santé ou les autres professionnels, nous allons avoir beaucoup de difficultés à remonter cette pente. Et là, je pense qu'il y a véritablement une urgence. Les multiplications des recommandations, s'il y a personne sur le terrain pour les mettre en place, ça ne servira à rien, on est bien d'accord. La marge de progrès, maintenant, pour terminer par une note positive, et après j'arrête, le développement de cette télémédecine qui permet le partage des expertises entre le terrain, les professionnels du sanitaire et les familles, est un plus considérable sur lequel nous allons tous devoir de plus en plus recourir. Il faut bien sûr revaloriser les professions. Là, je pense que on n'a plus besoin d'en parler. Celle de l'image comme une revalorisation financière. Il faut améliorer les liens avec l'assistance à personne. Tous les services d'assistance à personne autour du polyhandicap, il y a un gros travail à faire. Ouvrir les places d'adultes
Je ne peux pas m'empêcher de le dire, et améliorer l'accompagnement à ce sujet. Et bien sûr, poursuivre l'acculturation du sanitaire à la question du polyhandicap. Petite note positive, je pense qu'il y a quelques MPR de plus, médecins de MPR qui se forment en France. Et sur cette approche globale de la personne, ça reste quand même des professionnels incontournables pour redonner sens à toutes les préconisations de soins. Je m'arrête là. Merci, Dr Brice. Il en manque encore des MPR, mais on est sur la bonne voie. Si vous me permettez, je compléterai votre propos à propos de la fuite du personnel et de la formation des équipes. Effectivement, prendre en charge des personnes polyhandicapées, ça s'apprend pas dans les écoles, on le sait tous. On l'a tous remarqué, quand un jeune professionnel arrive dans un établissement, il ne sait pas grand-chose, pour ne pas dire il ne sait rien. Et la formation se fait par compagnonnage. Donc la fuite des cerveaux qu'on connaît actuellement ne se rattrapera pas, puisqu'on perd vraiment l'essence de ce qui fait notre métier. Et les gens les anciens qui partent, parce qu'ils peuvent pas faire autrement, voilà, c'est un peu comme une bibliothèque qui brûle. C'est un savoir-faire qu'on perd et qu'on ne rattrapera pas. Donc il faut qu'on arrive à redresser la barre rapidement. Alors, effectivement, quand je vous ai présenté, j'ai dit que l'accompagnement médical avait connu quelques accélérations ces dernières années. Donc, la richesse de votre propos est là pour l'illustrer. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir pendant nos échanges. On va partir en Occitanie, si le docteur Garrigue est là. Bonjour à tous et je vais commencer par un remerciement. Je remercie d'abord le GPF de m'avoir invité parce que j'ai pu assister aux échanges hier et ce matin et c'est vrai que ce sont des échanges très riches et passionnants et très mobilisants. Je vais peut-être commencer par me présenter pour vous expliquer quelle est la place de laquelle je parle. Je suis médecin référent handicap à l'Agence régionale de santé Occitanie. Et je suis dans un service qui est pour mission de décliner au niveau régional et départemental les politiques publiques nationales. Et pour ma part, ce qu'on me demande de faire, c'est de faire des propositions techniques pour que ces politiques publiques elles soient au mieux adaptées aux besoins du terrain. Voilà, la région Occitanie, ça fait peut-être loin de la place de chacun, donc c'est 13 départements et plus de 50 établissements, dont fait partie le Lot. J'ai réfléchi par rapport à la question qui m'a été posée. On m'a demandé de parler de la transformation de l'offre ou des avancées sur le terrain. J'ai réfléchi sur ce que je pouvais vous indiquer et j'ai pensé que peut-être vous citer des exemples d'actions qui sont menées et la façon en tout cas dont on les décline pourrait vous intéresser. Les politiques publiques proposent un cadre, mais ce cadre ne fait pas la mise en œuvre, ce cadre ne fait pas la déclinaison au plus près du quotidien de chacun. La question qui nous est posée au niveau de l'agence, c'est comment répondre aux besoins des personnes polyhandicapées dans leur fragilité, leur complexité, mais aussi leur capacité et leurs projets. On l'a entendu ce matin, écouter, soutenir les aidants. Et je tenais à remercier pour les témoignages qui étaient particulièrement émouvants et mobilisants, parce qu'il reste beaucoup de choses à faire sur ce sujet. Mais aussi écouter, soutenir, mobiliser le secteur médico-social qui est dans une situation qui est compliquée, décliner, adapter, faire vivre et promouvoir ces politiques publiques. Comment ça peut se traduire en pratique? Donc j'ai choisi 3 exemples. Tout d'abord, sur la région, on a souhaité donner la parole aux aidants et aux professionnels parce que ça nous paraissait essentiel qu'il y ait un partage de l'expertise des familles et des professionnels. Donc, on a monté un groupe de travail avec le CREAIN-ORS pour échanger et construire ce dialogue. Alors, au départ, c'était balbutiant, ça a été vindicatif, parfois un petit peu
un petit peu solide. Et puis, un dialogue s'est construit et on a pu avoir un partage des bonnes pratiques, des propositions faites, des témoignages des professionnels et des familles. Et on a pu ainsi construire, alors Madame Tézinas et Monsieur Belot nous ont aussi aidés, des journées d'échange. On les a enregistrées puisque la crise sanitaire nous a pas permis de les réaliser en présentiel, pour faire des captations vidéo qu'on a diffusées au mois de septembre, là, il y a quelques jours, tous les jeudis soirs, pour être accessible au plus de familles possible, avec des temps de diffusion et des temps de questions-réponses, de façon à pouvoir parler du polyhandicap. C'est déjà une première chose, parce que c'est vrai que c'est souvent un handicap qui est peu mis en avant dans les médias ou dans, je dirais, dans les différents supports de communication qui sont proposés. Et aussi construire la suite, construire à un moment donné d'autres ateliers qui vont avoir lieu en région, des ateliers qu'on espère pratiques et adaptés aux besoins des familles et des professionnels dans des établissements médico-sociaux pour parler de sujets du quotidien, l'alimentation, le sommeil, les loisirs, co-construit, je dirais, entre professionnels et familles, de façon à pouvoir être diffusé, parce que on est parti du principe qu'il fallait apporter de l'information à tous sur les sujets, de façon à être être sûr que les bonnes pratiques se diffusent. Et la suite de ces ateliers, on a commencé déjà à échanger avec le CREAI. Ce sera peut-être des journées sur les recommandations pour que on puisse mobiliser professionnels et familles sur ce sujet-là. L'objectif était de parler du polyhandicap, de créer des temps d'échange, d'écouter les difficultés de chacun et de voir comment on pouvait y remédier. Donc voilà, ça c'était un des premiers projets que nous avons. La scolarisation, on en a beaucoup parlé ces jours-ci, et Monsieur Arrivalo en a parlé tout à l'heure. La scolarisation et le polyhandicap, c'est un sujet qui est souvent compliqué parce que complexe. Et au niveau de la région, on a inscrit la thématique du polyhandicap dans la convention qui nous lie avec les deux rectorats de principe depuis 2018. Quand l'instruction en 2020 sur les unités d'enseignement externalisées est sortie, c'est vrai que c'était pendant la crise sanitaire, cette instruction elle est un peu passée inaperçue de la part des établissements. Donc on a souhaité au niveau de l'agence, parce qu'on connaît les conditions qu'a décrit Monsieur Arrivalo tout à l'heure, les conditions difficiles pour un directeur d'établissement et son équipe de prendre le bâton de pèlerin et d'aller voir la mairie, d'aller voir l'éducation nationale, de mobiliser parfois les parents, les professeurs, les enseignants. Donc, on a souhaité soutenir les établissements dans ces projets, mais de façon, je dirais, un peu plus large que ne le veut l'instruction, c'est-à-dire favoriser tous les projets destinés à de la scolarisation et à de l'apprentissage. Aller au-delà de l'unité d'enseignement externalisé, de façon à s'adapter à chaque type d'établissement, parce que chaque projet d'établissement, on va dire, est à un stade, parce que les populations sont différentes d'un établissement à l'autre, que les projets des enfants, des parents aussi, des écoles, des collectivités ne sont peut-être pas à même d'accueillir une unité d'enseignement externalisé. Donc, on a ouvert un appel à manifestation d'intérêt de façon à apporter des moyens financiers aux établissements pour avoir du recrutement sur un professionnel ou du matériel pour pouvoir travailler ce sujet pendant un an et faire le point dans un an avec l'agence, mais aussi avec l'éducation nationale sur où on en est de la scolarisation et de l'apprentissage dans ces établissements. Est-ce que des activités de loisirs ont pu se mettre en place avec les écoles? Est-ce que des inclusions inversées ont pu se faire? Est-ce que l'école a pu venir au sein de l'établissement pour des temps d'apprentissage? Est-ce que des projets véritables d'UE se mettent en place? Donc voilà, ça c'était un deuxième exemple, parce que autre chose est on va dire une instruction qui donne un cadre, qui donne une réglementation.
autre chose est la mise en œuvre qui est parfois, je dirais même souvent compliquée à mettre en œuvre pour être adaptée aux besoins et qui nécessite d'être accompagné. Donc, on est satisfait sur la région Occitanie parce qu'on a eu beaucoup de projets. On a eu une dizaine de projets qui ont émergé. Ils sont tous différents dans des départements, dans des villes différentes, mais ça va nous donner matière à promouvoir cette notion de scolarisation et d'apprentissage dans les établissements pour enfants. Voilà, c'était le deuxième projet sur les plus petits et la scolarisation. Et ensuite, c'est vrai que d'avoir écouté les échanges, ça rejoint, on va dire, le dernier projet que je voulais évoquer avec vous. On a fait le choix sur la région Occitanie de mobiliser des crédits sur la création de places de masse polyhandicap. Une vingtaine de places à venir. L'appel à candidature est encore en cours de finalisation. Au niveau de ce projet, ce qu'on a souhaité, c'est avoir un projet, alors je fais rire mes collègues, je leur ai dit c'est un projet de 2021, mais plutôt de 2030 qu'on aimerait, c'est-à-dire avoir des places de masse, mais ouvertes vers de jeunes adultes, avec une place privilégiée pour le projet du jeune, sa famille, et aussi des modalités d'accueil, je dirais de transition. On sait que c'est des passages de vie qui sont difficiles. Et on a besoin, Monsieur Pifta le disait tout à l'heure, de proposer aux jeunes et à leurs familles des solutions très modulaires. Alors la réglementation ne nous permet pas beaucoup d'avoir de l'imagination, mais si on cumule des modalités d'accueil de jour, d'accueil séquentiel, d'accueil temporaire. Et si on écoute les familles sur les besoins et sur l'adaptation que peut avoir le jeune sur ce passage-là, je pense qu'on peut avoir des projets intéressants d'accueil. En tout cas, c'est les attentes qu'on a sur cet appel à candidature où on a mis en avant justement cette modularité et cet accueil spécifique qui doit être fait pour accueillir les plus jeunes en établissement. Donc voilà un petit peu comment, à travers certains exemples, on essaie de décliner, de façon très concrète et très modeste, comment traduire à partir du cadre réglementaire et des moyens qui nous sont donnés, comment on peut à un moment donné favoriser, en tout cas je l'espère, une évolution de l'accompagnement proposé, mais aussi donner des idées aux familles, donner des idées aux personnes, aux professionnels pour créer des projets ou pour valoriser ou dynamiser leurs actions. Donc après, voilà, comme Madame Brice, j'aurais aimé parler de plein de choses parce que c'est vrai que sur l'accès aux soins, il y a énormément de choses à faire évoluer. Mais voilà, c'était une simple contribution modeste de ma part pour vous expliquer un petit peu ce qui peut être fait, en tout cas de la place d'une ARS envers les professionnels et les familles et surtout les personnes. Merci, docteur Garrigue. J'ai pas eu le droit de vous présenter par crainte de l'arsène, donc je reprends le micro. Vous l'avez très bien fait. Et en tout cas, comment dire, merci pour cette belle énergie et ces beaux projets que vous mettez en place en Occitanie, au soleil. Alors, compte tenu du contexte, je ne sais pas si, Madame la Présidente, s'il y a une petite place pour un trait d'humour, mais je vais le faire quand même. Effectivement, on a tous parlé de cette pénurie de personnel, de moyens. J'ai quand même le sentiment que la misère est moins pénible au soleil. Et en tout cas, bravo pour ce que vous faites en Occitanie. Je vous rassure, il se passe aussi de belles choses en Île-de-France et dans toutes les régions. Et on est très mobilisés avec notre ARS sur l'accompagnement des personnes polyhandicapées. Alors, qui dit table ronde dit échange. Donc, je sais qu'il y a des questions nombreuses. Je vais commencer pour amorcer la machine. On m'a autorisé aujourd'hui à être sur l'estrade. Mais hier, j'étais cantonné au fond de la salle pour faire le chat. L'exercice très intéressant parce que par le chat, les gens posent des questions qu'ils ne poseraient pas dans la vraie vie. Et notamment, j'ai eu plusieurs réactions
sympathique, hein, suite à la présentation par la HAS des recommandations où les professionnels nous demandaient où se les procurer, comment les mettre en œuvre, où les imprimer, comment ça se passait. Et ça m'a apporté cette réflexion. Alors là, tous autant qu'on est, on est un petit milieu, voilà, on se retrouve dans des cercles de réflexion, dans des groupes de travail. Bien évidemment, le volet polyhandicap en a créé moult, et on phosphore entre nous, on produit de la connaissance sans aucune prétention. On est amené à participer à des projets de recherche-action. Et on se rend compte au final que les soignants, les accompagnants de proximité nous demandent tout simplement où se procurer les recommandations de la HAS. Alors, puisqu'on a des personnes de proximité, je pense à vous, messieurs les directeurs, mais aussi à vous, madame, je voudrais vous demander, est-ce que ce foisonnement de phosphorescence ruisselle jusqu'au plus près de l'accompagnement des personnes polyhandicapées? Est-ce que ça vous est utile? Est-ce que ça nourrit votre réflexion? Et est-ce que véritablement ça vous sert à quelque chose? Alors, bien évidemment, si vous êtes là aujourd'hui, j'ai un petit peu la réponse, mais j'aimerais l'entendre de votre bouche. Alors, à tout seigneur, tout honneur, madame, je vous laisse répondre en premier. La maman, madame Laurent. Écoutez, c'est une question un peu difficile que vous posez, délicate en tout cas, parce que moi, ce que je vois sur le terrain, pour le coup, ici en tout cas, et aussi sur le terrain que je pratique, c'est une très grande créativité et richesse des professionnels. Et ça, je crois qu'il faut vraiment, sans démagogie, le souligner. C'est un petit peu plus optimiste que mon introduction, mais c'est un tout en réalité. Bien sûr, il y a des craintes, il y a aussi de l'espoir quand je vous écoute. Quant au ruissellement, c'est vrai que moi, ça fait des années que je m'interroge sur ce ruissellement, sans l'avoir formulé ainsi. On ressort toujours de ces journées en particulier ou de cercles de réflexion avec une énergie débordante, avec un vrai espoir, avec énormément d'enthousiasme, avec des professionnels qui, pour le coup, avec des moyens, excusez-moi de le redire, dérisoires, font des miracles. Je crois qu'il faut vraiment que les autorités publiques pensent à eux, ne les oublient pas, les soutiennent, les valorisent. Il faut que la société civile s'ouvre à tout ce monde. Et le lien avec le ruissellement, je n'ai pas fait une digression sans raison. Le ruissellement au quotidien dans les établissements, à droite à gauche, partout dans le maillage territorial, il n'est pas si évident que ça. La preuve en est cette question qui a été posée, où est-ce qu'on peut se procurer les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Voilà, c'est aussi une réalité qui vient, à mon avis, c'est pas un manque de volonté ou un manque c'est qu'il faut quand même, comme vous le disiez aussi, madame, pour tout, il faut du temps. Il faut du temps aux équipes pour échanger. Il faut du temps pour qu'elles partagent. Et le temps, elles n'en ont pas. Elles ne sont déjà pas assez nombreuses sur le terrain. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, on le sait tous. C'est une vraie réalité. Quand il y a un kiné pour 50, une psychomote pour 60, une éducatrice spécialisée pour 60 personnes, voilà. Malgré toute la richesse de ces professionnels, malgré toute cette volonté de transdisciplinarité, malgré toutes les réflexions justes qui peuvent être faites ici par exemple au GPF, mais bien ailleurs évidemment, sur le terrain, on n'a pas le temps de mettre tout ça en place, on n'a pas le temps de s'en préoccuper autant que ces équipes de professionnels le souhaiteraient. Voilà moi ce que je peux vous dire très concrètement sur le ruissellement. Merci. Docteur Brice, puisque en tant que médecin, comment, alors effectivement, une fois qu'on avait fait le constat, comment pourrait-on faire parce que les recommandations, bon, puisque c'est de ça dont il est question, certains d'entre vous y ont participé d'ailleurs, c'est quand même un travail exceptionnel, très riche. Comment pourrait-on faire pour qu'il soit vraiment valorisé
au plus près de l'accompagnement des personnes polyhandicapées. Je suis pas sûr que vous ayez la recette miracle. J'ai bien peur de ne pas avoir de réponse toute faite. Non, il faut quand même bien reconnaître que ces recommandations qui ont émergé après une longue réflexion, il y a eu plusieurs années de travail, sont arrivées à un très mauvais moment, puisqu'elles sont sorties au moment où la Covid nous préoccupait tous et dans nos établissements comme ailleurs. Donc, elles n'ont pas forcément eu l'écho nécessaire. Maintenant, il faut effectivement prendre du temps dans toutes nos institutions pour les diffuser. Il faut aussi imaginer pour le PNDS dont je parlais tout à l'heure, adressé au médecin généraliste, que le médecin généraliste ait le temps de le parcourir. Ça fait quand même une bonne centaine de pages et qui renvoie à peu près 10 000 autres pages. Donc, il faut quand même bien avoir connaître ses limites. Il ne suffit pas d'écrire ce qu'on devrait faire. Il faut prendre le temps de rentrer dans cette compréhension de ce qu'il faut faire. Donc j'ai peur de ne pas avoir de solution. Hein. Je pense qu'il faut qu'on utilise tous nos petits moyens pour diffuser et aussi que nous sachions qu'au moins au niveau de l'encadrement, on sache ce qui est contenu dans ces recommandations et de pouvoir renvoyer non pas forcément les équipes à l'intégralité de la recommandation, mais à des temps forts, des moments plus particuliers, aux différentes synthèses. On peut au moins remettre les synthèses en accès un petit peu partout, ce qui n'est pas forcément fait. Merci, messieurs les directeurs, à votre tour. Est-ce que ces travaux qui nourrissent la réflexion des équipes, est-ce que c'est quelque chose sur lesquels vous pouvez vous appuyer? Oui, alors moi je crois que ce qui est important, c'est un peu de replacer, comme vous l'avez fait, ces travaux dans leur contexte. C'est-à-dire que la question aujourd'hui, en tout cas pour ma part, des équipes, c'est ce qui nous revient souvent. Hein, c'est effectivement, mais nous on est dans la vraie vie, quoi. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu ce qu'on a à faire nous sur le terrain, c'est-à-dire que il y a la littérature et puis il y a la vraie vie. Et on a été effectivement aussi avec les recommandations, quoi, en tout cas de bonnes pratiques, par exemple, que c'est submergé de contenu. Moi, pour ma part, je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à avoir un mélange de savoir expérientiel, c'est-à-dire ici de l'expérience, quoi, et de théorie. Tout ça parce que le personnel, quoi, est en capacité, en tout cas, d'échanger, et puis ils se présentent aussi souvent comme des praticiens, quoi. C'est-à-dire que ce qui les anime, c'est la praxis, quoi. C'est la pratique. Et que, effectivement, là, on l'a évoqué tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, au niveau, encore, je reviens sur la sémantique, mais il a été utilisé deux termes ici. On a parlé de transdisciplinarité et on a parlé d'interdisciplinarité. C'est déjà des choses qui sont pas pareilles. Pourquoi? Parce que dire que on travaille de façon transdisciplinaire, c'est déjà imaginer que disciplinarité, ou en tout cas le savoir expérientiel, c'est déjà un savoir en soi. Et que effectivement, il est issu des autres lunettes, c'est-à-dire que un psychomotricien, un ergothérapeute, un médecin, il est en tout cas un spécialiste, mais avec sa focale. Et cette focale-là, elle ne dit rien, quoi, de la réalité des situations des enfants. Ça, il faut vraiment le comprendre, quoi. Et pour moi, par exemple, quoi, je défends la notion de transdisciplinarité parce que l'interdisciplinarité, parfois, c'est une juxtaposition, quoi, de savoir, et que parfois le savoir scientifique ou psychologique, par exemple, quoi, met à mal tous les autres savoirs. C'est-à-dire que quand on a fait un diagnostic médical, point barre. Quand on a fait un diagnostic psychologique, point barre. Or, ce qui me semble, c'est amener les équipes à l'autoréflexion, à l'autoconstruction, parce que effectivement, le savoir des familles, le savoir des enfants, le savoir de tous les intervenants. Nous, par exemple, on a des chauffeurs, quoi, les chauffeurs accompagnateurs. Ils ont fait une formation dernièrement avec Monsieur Belot, qui est là, mais je trouvais très important qu'ils nous amènent, quoi, leur façon de voir les choses. Donc,
encore une fois, oui, je crois qu'il faut qu'il y ait de la recherche, ça nourrit, mais comment elle nous revient, je pense elle sera en tout cas plus disponible avec l'éclairage des savoirs expérientiels. Voilà. Merci. Monsieur Pivetta. Je vais reprendre ce qui a été dit. Cette recherche fondamentale, elle est majeure parce qu'elle nous alimente. Elle alimente les réflexions des institutions. Mais elle est vertigineuse. Elle est vertigineuse parce qu'elle nous renvoie tout ce qu'on ne fait pas. Tout ce qu'on ne fait pas dans les établissements. Quand il faut que samedi, il y ait à tout prix un veilleur qui soit là et que la priorité du travail de l'équipe cadre, elle est de pourvoir au remplacement pour que le boulot il puisse être fait. Quand on est directeur, on a peut-être un petit peu plus de temps pour lire. Et je me vois à plusieurs reprises ne pas amener un sujet auquel j'avais pensé dans une réunion parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas l'urgence de l'institution à l'instant T et que du coup je le repousse à plus tard. Donc oui, ces travaux ils sont indispensables, ils sont une source. Quand on a affaire à des problématiques, on peut aller chercher des réponses qui ont été expérimentées ailleurs. Il y a le savoir-faire aussi empirique de l'établissement et la fusion de tous ces savoirs qui nous permettent d'apporter des solutions et d'en imaginer de nouvelles. Mais voilà, faut pas négliger l'impact que ça a de ce qu'on pourrait encore faire de plus, et notamment dans les établissements pour adultes, où on le voit bien, ça a été évoqué ici à plusieurs reprises, c'est compliqué d'imaginer que l'enfant puisse aller dans une structure pour adultes où on est moins nombreux, où il y a moins de gens compétents, etc., etc. Moi, je défends beaucoup le travail qui est fait dans ces structures pour adultes où on continue d'être dans l'apprentissage, on continue d'être dans le développement des savoirs, dans l'exploration des potentialités des résidents, et on y bosse bien, je crois. On en est tous convaincus. Merci. Alors, on va peut-être, je sais que le temps passe et qu'il sera bientôt temps de la conclusion. On va quand même prendre quelques questions dans la salle, s'il y en a, ce dont je ne doute pas. Alors, le docteur Garrigue est toujours avec nous, je présume, donc elle est également disposée à répondre à vos questions. Alors, je vois pas de doigt qui se lève. C'est parce que les échanges ont été tellement clairs. Madame Laurent, ne pensez pas que je vous en veuille. Je pense que votre témoignage est riche, donc voilà. Est-ce que tout ce qui nous a été présenté hier, les PAG, les DASPO, les PCPE, est-ce que c'est de nature à vous rassurer en vous disant il y aura toujours quelque chose, ou est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, comme ça a été un peu évoqué par Monsieur Le Goff, hein, je vois il hoche de la tête, hein, c'est un maquis dans lequel les parents sont parfois perdus et parfois aussi les professionnels, il faut bien le dire. Hein. Est-ce que ce fourmillement d'offres est de nature à vous rassurer ou à vous inquiéter, en clair? Alors, je vais vous faire une réponse de Normande que je ne suis pas. Les deux à la fois. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un côté. Ce qui me rassure beaucoup, c'est la richesse de la création. Comment dire, appuyer justement sur toutes les réflexions qui peuvent se faire autour de ces expérimentations concrètes. Ça, c'est effectivement rassurant. Moi, ce qui me rassure, c'est le terrain qui me rassure. Le terrain, j'ai envie de dire, il est, enfin, comment dire, il est dans cette, il évolue avec les problématiques qu'il rencontre. Il évolue avec ce polyhandicap qui n'est plus le même aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Les choses ne sont plus envisagées de la même façon. Le terrain, il avance. Il avance. Ce qui me fait peur, c'est que je voudrais être sûre que
les autorités publiques, je vais les appeler comme ça, suivent le terrain. Voilà. La question est posée. Alors, on va conclure, hein, puisque il va falloir laisser la parole à Céline Poulet, secrétaire générale du comité interministériel du handicap, et Marie-Christine Tesnas, la présidente du GPF. En guise de conclusion et peut-être d'ouverture, hein, on pourrait effectivement se demander, et ça sera vos devoirs pour ce week-end, est-ce que les établissements tels qu'on les connaît sont quelque chose qui facilite une porte ouverte vers l'intégration au sens tel qu'on l'entend, en tout cas pour le polyhandicap, ou est-ce que ce sont des établissements d'enfermement? Donc, est-ce que ce sont des établissements qui permettent effectivement de proposer et d'espérer, bien évidemment, que il y ait ce qu'on appelle, ce qui a été nommé tout à l'heure, et je sais que Monsieur Pivetta en est friand, l'intégration inversée. Hein, c'est pas forcément des établissements dans lesquels on reste entre soi. On fait venir les gens de l'extérieur et généralement les gens reviennent parce que il se passe des belles choses et on a envie de les voir. Donc, je ne sais pas si ça appelle une réflexion. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent rebondir là-dessus avant qu'on laisse la parole pour la conclusion. Eh bien, puisque tout le monde semble d'accord avec ça, en tout cas, j'ai posé une question, mais je pense que vous avez compris la réponse. Hein. Les établissements sont bien évidemment des fenêtres ouvertes sur le monde. Hein. Encore faut-il qu'ils soient là et qu'ils existent. Un ancrage indispensable, à mon avis. Merci de le rappeler. Bien. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Docteur Garrigue, les applaudissements sont arrivés jusque chez vous, j'espère. Et on laisse la parole donc à Madame Céline Poulet et à Madame Marie-Christine Tesnas. Merci.